Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Aujourd'hui, je reçois Yann et Théo. Salut les gars. Salut. Salut à tous. Chaque semaine, nous débattrons pendant 40 minutes sur un sujet qui fera l'actualité de l'AC Milan. Cette semaine, Rangnick a été plus ou moins officialisé pour un contrat de 5 saisons dans un rôle de manager que nous allons éclaircir aujourd'hui. Théo, peux-tu dans un premier temps nous présenter le tacticien allemand, son parcours et son palmarès, s'il te plaît ? Donc bonjour à tous. Quand on parle de Ralf Rangnick, sachez qu'on parle d'une figure en Allemagne. C'est un homme de 60 ans qui a commencé sa carrière dans les années 80, mais ce qu'on va retenir notamment en termes de coach, c'est ses débuts. Il a commencé à Stuttgart, il a entraîné à Hanovre, Hoffenheim, mais c'est à Salzbourg en 2012 que sa renommée, notamment en Autriche, a commencé à être importante. À la base, il devient entraîneur. Il commence à découvrir les bases de ce métier-là après un club de 3e division, mais rapidement, le club va lui accorder une plus grande confiance et va lui permettre de devenir directeur sportif du RSB Salzbourg en 2012. De simple club autrichien de championnat, il en fait devenir un rouleau compresseur et des préceptes de football offensif ainsi qu'une gestion du groupe en ressortent très clairement. Après plusieurs années du côté du RC Salzbourg, il passe à l'autre club des Red Bull, Leipzig, en Allemagne, où il sortira entre autres Naby Keita, Timo Werner, Emil Forsberg ou encore l'actuel attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, qu'il a lui formé du côté d'Hoffenheim. Ce qu'on peut retenir de cet entraîneur-là, c'est qu'il a une double casquette qui correspond pas forcément au football italien, mais qu'on voit par exemple déjà en Allemagne ou en Angleterre. C'est cette capacité à être entraîneur et manager. Cette différence entre l'entraîneur et le management se fait au niveau de la gestion en dehors des matchs. Comment vit le groupe, comment on le gère, mais surtout comment on l'appréhende. Et c'est ce qui est souvent vanté dans les mérites de Ralf Rangnick, qui était donc l'ancien coach de RC Leipzig. Il avait pris un an de contrat juste avant l'arrivée de Julian Nagelsmann, qui est donc l'ancien entraîneur de Hoffenheim et l'actuel entraîneur du club de Timo Werner. Tu as quelques statistiques ou pas sur son parcours ? Comment jouaient ses équipes ? Quels résultats elles avaient ? Il y a une progression qui est assez impressionnante dans la mesure où on peut effectivement retenir son record avec Salzbourg. Il est champion avec 8 journées d'avance, 108 buts marqués, le record national de tous les temps. Mais c'est surtout un mode de fonctionnement et pas une révolution, mais une avancée majeure dans la gestion du groupe qui se voulait bien plus globale, qui fait sa renommée actuelle. Son 4-2-2-2 en partie à Leipzig est un des exemples modernes du football qui soit apporté. Ouais, c'est un 4-4-2 ou un 4-2-2-2, mais c'est vrai que c'est plus un 4-2-2-2 vu que ce sont davantage deux milieux offensifs qui jouent sur les côtés. On reviendra sur l'aspect tactique. Moi, j'ai noté que dans toute sa carrière, il n'est jamais descendu en dessous de 40% de victoires. Donc, ce qui montre que voilà, sa méthode fonctionne. C'est son quota de victoire qui est absolument excellent. Et puis, ses dernières saisons avec le RB Leipzig, où il va toujours titiller les gros poissons de Bundesliga. Je veux bien sûr parler de Dortmund et du Bayern Munich. Et ça, c'est déjà à retenir. Quel sera son futur rôle à Milan, Yann ? Ensuite, pour son rôle à Milan, selon les plusieurs sources, on nous parle d'un rôle de directeur technique qui deviendrait également un rôle de coach. Au niveau de directeur technique, moi, ce qui me frappe surtout, c'est le fait que Maldini va très certainement être remercié. Donc, directeur technique, c'est le rôle qu'occupe actuellement Paolo Maldini. Et dans le cas de figure où Rangnick arriverait, comme on l'a annoncé cette semaine, Paolo Maldini deviendrait ambassadeur de l'AC Milan. Qui est un rôle qui est un rôle qui lui avait déjà été proposé. C'est le rôle qu'occupe actuellement Franco Baresi ou encore Daniele Massaro. Et c'est un rôle qui avait déjà été proposé à Maldini, mais qui apparemment ne lui conviendrait pas forcément. C'était quelque chose qui était annoncé effectivement, Yann. Après, voilà, il faut aussi savoir que c'est pas un poste dont veut Paolo Maldini. Tu le soulignes très justement. Peut-être parce qu'en termes de mesures et d'impact dans le club, on est plus sur la figure emblématique plutôt que sur l'actionnaire ou le gérant interne. On rappelle que c'était une des raisons pour laquelle Francesco Totti avait quitté la Roma suite à une discorde entre les investisseurs américains et ses actions au sein du club. Donc à voir si Paolo Maldini acceptera ce rôle. Donc du coup, il aurait plusieurs casquettes, donc le rôle d'entraîneur, directeur sportif et même technique. Certaines sources avancent aussi un rôle sur l'aspect médical, mais tout reste flou sur ce sujet, donc on n'aura pas plus d'informations là-dessus. Donc du coup, Maldini sur la sellette,
C'est ça, en quelque sorte, malgré que Gazidis voudrait quand même garder Maldini. Hein. C'est quand même la tendance que Gazidis souhaite malgré tout garder Maldini. Attend de voir une réunion lorsque Pioli sera remercié pour faire le point avec Rangnick. Et ensuite, on verra quel sera vraiment le rôle, le nouveau rôle, parce qu'on sait qu'il gardera pas ce rôle-là, Maldini, mais acceptera-t-il ou pas de prolonger avec Milan? À noter que c'est un rôle de distanciation sur lequel Ralf Rangnick pourrait conseiller Paolo Maldini, puisque après avoir quitté le RB Leipzig il y a 2 ans maintenant, il l'a quitté il y a 1 an pardon à l'automne 2019 pour laisser Jürgen Nagelsmann. On rappelle que l'ancien tacticien était cette année en charge de 2 clubs, Bragantino qui est en Série B brésilienne, qui a été racheté par le groupe Red Bull et qui pour la première fois va connaître la Série A brésilienne puisque le club est monté, et également le club un peu plus connu, les Red De Bulls New de New York. York, qui lui évoluent en MLS et qui sont qualifiés pour les playoffs la saison passée. Tout à fait. Un point donc maintenant sur la tactique Madine Rangnick, son 4-4-2, son 4-2-2-2 basé sur le Gegenpressing. Donc qu'est-ce que c'est que le Gegenpressing? C'est une tactique dont la genèse est proche de chez nous puisque c'est Sacchi qui l'a mis en place à Milan dans les années 80-90. Puis elle est reprise maintenant sur la scène européenne par Klopp et Guardiola qui en ont fait vraiment leur tactique principale. Donc, qu'est-ce que le gegenpressing? C'est le contre-pressing. C'est-à-dire que, pour faire simplement, c'est 8 secondes pour récupérer le ballon à la perte et 10 secondes pour conclure par un but. Donc, sur le terrain, lorsqu'on perd le ballon ou lorsque il y a une relance au 6 mètres, le but n'est pas de reculer. La défense et toute l'équipe ne recule pas, mais elle avance vers le porteur de balle pour récupérer le plus vite possible la possession. Donc, le gegenpressing est vraiment utilisé et a trouvé vraiment sa genèse en Serie A dans les années 90. Mais maintenant, c'est vraiment une tactique qu'on retrouve beaucoup en Allemagne où, par moment, certaines équipes qui utilisent le gegenpressing laissent carrément la possession, font exprès de perdre la balle pour ensuite directement lancer ce contre-pressing. C'est une analyse qui, comme tu le soulignes très bien, passe par donc un pressing constant sur l'adversaire, mais qui nécessite aussi une analyse vidéo. C'est une analyse que Rangnick était l'un des premiers à imposer dans ses précédents clubs. Si ça ne faisait pas l'accord total des joueurs qu'il a pu entraîner, c'est rapidement devenu une méthode de référence pour en partie décortiquer les tactiques des adversaires qu'on affronte. Pour revenir au gegenpressing, c'est aussi quelque chose qui va être très important, je pense, pour les mois à venir, pour le début de saison prochaine. C'est que c'est quelque chose qui demande tactiquement beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, c'est quelque chose, on va devoir s'y faire et ça va apporter de gros changements dans notre système de jeu, dans notre façon de jouer. Et je pense pour avoir les premiers résultats de ce gegenpressing, il faudra quand même attendre et être patient. Bien sûr, sachant que la préparation sera beaucoup plus courte vu que la saison finit mi-juillet, fin juillet. En plus. Voilà. Quelques chiffres pour illustrer ce gegenpressing Madine Rangnick. Plus de 60% de ses buts arrivent après une phase de transition. C'est-à-dire que 60% des buts sont après une perte de balle ou un changement de possession, et contre seulement 10% de ces buts sont suite à une possession de plus de 20 secondes. Donc voilà ce qui résume la méthode Rangnick. C'est aussi un adepte de la défense à 4, vraiment, donc pas de défense à 3 de prévu avec ce système. Et enfin, si les joueurs n'arrivent pas avec les passes à terre lors d'un match parce que l'équipe pose trop de problèmes, Rangnick compte sur des joueurs qui ont une bonne qualité technique pour trouver des solutions par le jeu long ciblé. Donc là-dessus, on devrait être rassuré par rapport à la position de Kier, dont on attend la prolongation d'ici 5 jours. Mais c'est le genre de profil qui plaît à l'entraîneur allemand. Donc reste à voir si il s'appuiera sur le Danois. On va parler maintenant de l'aspect collectif et de la manière dont Rangnick construit son groupe parce qu'il met vraiment un point d'orgue à ce sujet. Merci de me laisser rebondir là-dessus, Guillaume, puisque si en apparence, l'arrivée de ce nouveau coach ne devrait pas poser de problème, il y a 2 physionomies de jeu qui s'opposent et qui ne sont pas forcément en accord avec le Milan AC que l'on a actuellement. La première, c'est un recrutement qui sera toujours privilégié pour acheter des joueurs qui ont entre 18 et 23 ans. Cette stratégie plaît à Gazidis, qui travaillait anciennement à Arsenal, mais elle a été rejetée par l'ancien organigramme où le cadre expérimenté était au centre du projet. C'est ce que Gattuso vantait pendant un moment et c'est ce qui était plus ou moins acté dans le Milan AC actuel. Au-delà de cette tranche d'âge qui est favorisée, il y a une équipe qui passe avant n'importe quel joueur. Entre guillemets, le leadership à la Zlatan sur cette deuxième partie de saison n'existerait pas. On rappelle les déclarations assez houleuses au sujet de Paolo Maldini, au sujet de Rangnick,
mi-mai, ou encore récemment la déclaration de Zlatan qui dit que le Milan AC n'est pas un club d'Europa League et que Zlatan ne joue pas en Europa League. Au-delà de la provoque et du personnage, ça questionne beaucoup sur deux choses. Quels seraient les pleins pouvoirs? Quel serait l'impact de Rangnick, puisque le rôle de Maldini serait remis en question? Boban et Leonardo sont déjà partis pour ce même problème de gestion. Mais surtout, si Rangnick arrive, est-ce qu'il arrive avec tout son staff? Est-ce qu'il prend Nagelsmann, l'actuel coach de Leipzig? On rappelle que Bild l'annonçait dans les valises de l'ancien tacticien de Leipzig, ce qui veut dire que Pioli partirait. Est-ce qu'il arrive en tant que directeur technique avec simplement un staff, mais Pioli reste? C'est toutes ces interrogations et surtout ces visions sur l'avenir entre avoir un cadre par ligne ou une équipe intégralement jeune qui font toutes ces différences entre le Milan AC d'aujourd'hui et le Milan AC de demain si Rangnick venait à rejoindre le club. Vous pensez que Pioli accepterait d'être le pantin de Rangnick et que dans l'autre sens, Rangnick accepterait de laisser quand même le rôle d'entraîneur à quelqu'un d'autre? Je pense que c'est une vision qu'on doit adapter par rapport au parcours de ce coach-là, puisque si dans ses débuts, il n'a pas forcément eu la légitimité qu'il a actuellement, à partir du moment où il avait la confiance d'un club, c'était le patron du club en termes de gestion, pas forcément au-dessus, mais en termes de gestion, ce qui veut dire qu'il avait une carte blanche sur son staff, sa manière de voir, etc. Ce qui me fait sûrement dire qu'un coach comme Pioli, qui était entre guillemets en intérim jusqu'à la fin de saison, puisque Gianpaolo a été parti en catastrophe, il fallait un coach pour finir cette saison. Ça me fait dire que Pioli serait certainement pas à sa place dans le projet, non pas en termes de vision de jeu, mais simplement si l'intégralité du staff venait à être modifiée. Difficile pour comme un coach qui arrivait en milieu de saison de bien vivre dans un nouveau projet aussi différent de ses intentions de jeu. Et donc du coup, Nagelsmann, possibilité qu'obtienne le rôle d'entraîneur. Donc Rangnick laisserait la place d'entraîneur à quelqu'un d'autre que lui. C'est les deux rumeurs qui sont annoncées par Abel ce matin. Donc la première sur les intentions de recrutement, si jamais Rangnick venait à arriver, puisqu'il ne voudrait pas prendre des joueurs de Leipzig ou de Salzbourg, ce qui peut se comprendre, même si on le verra en fin d'émission, il y a quand même pas mal de joueurs de ces deux clubs-là qui étaient annoncés du côté de la Lombardie. Et la deuxième rumeur, c'était donc qu'il viendrait non pas seul, mais avec l'actuel coach de Leipzig dans ses valises. Ok, très bien. Tu as quelque chose à ajouter ou pas, Yann? Moi, j'aimerais un peu votre ressenti au niveau de l'idée du recrutement très jeune de Rangnick. Est-ce que vous pensez qu'un type de recrutement de ce genre est adapté pour un championnat de Serie A où ça fait quand même plusieurs années qu'on voit des Quagliarella à 38 ans être toujours au top dans ce championnat et avoir toujours ses marques, d'un Zlatan qui peut revenir en Serie A avec un âge aussi assez avancé? Est-ce que vous pensez que pour un championnat aussi tactique que la Serie A, un projet à la Rangnick qui vise des joueurs entre 18 et 23 ans est possible? Moi, je pense qu'il faut adapter cette vision de jeu à chacun des clubs. Et quand on se penche sur le cas du Milan AC, c'est quelque chose qui va ressembler quand même à un immense saut dans le vide, dans la mesure où on était en train de se créer un pilier par ligne, non pas forcément en termes d'âge, mais plus en termes d'expérience, à l'image de ce que Benacer et Kessie a apporté dans ce nouveau double pivot, à l'image de l'efficacité offensive qui était enfin diversifiée, avec ses trois milieux offensifs plus Zlatan ou Rebic devant, et surtout à l'image d'une charnière, certes, qui se développait entre Romagnoli et Kier, mais qui se voulait bien plus rassurante que la présence d'un Musacchio, par exemple, l'année dernière. Donc, je pense que c'est pas forcément malvenu en termes de timing, puisqu'on était en train de se construire, mais qu'un nouveau projet est toujours possible. Mais ça ressemble ça ressemble en toute certitude à un immense saut dans le vide. Après, à voir si dans un championnat comme dans la Serie A, où tu le soulignais très bien, Yann, là, je ne veux rien dire. Donc, une équipe jeune, certes, mais une équipe qui devra prouver. Ça, c'est la seule certitude qu'on peut avoir. Pourquoi il veut bosser avec des jeunes de 18-23 ans, Rangnick? C'est parce qu'il a besoin que tous ses joueurs, toute son équipe adhèrent à son projet et les yeux fermés, lui fassent confiance à 100%. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas d'un Zlatan qui pourrait avoir des réticences quant à son projet. Donc il le dit, il l'a déclaré, que vraiment c'est pour ça qu'il privilégie le jeu avec les jeunes, notamment parce que aussi le gegenpressing demande vraiment une concentration pendant 90 minutes et il a besoin justement dans un cadre où on aura des matchs du coup le jeudi également en Ligue Europa, il a besoin de ces jeunes pour adhérer à sa vision et surtout avoir les jambes pour que son projet tactique fonctionne. J'aimerais juste ajouter par rapport à ça que je vous recommande fortement le numéro 175 de SoFoot
qui parle du gegenpressing, un long entretien avec Rangnick. On le voit aussi à travers Liverpool dans cette revue. Donc, je vous la conseille pour les auditeurs qui souhaitent un peu plus connaître le projet de Rangnick. Je pense aussi que c'est une question d'adaptabilité tactique. La façon à façonner des jeunes joueurs est bien plus intéressante et bien plus prometteuse pour l'avenir que celle, par exemple, de façonner la manière de jouer d'un Zlatan qui part sur sa 39e année. Je pense qu'on peut le voir et le retranscrire sur ce que Leipzig proposait cette saison. Je repense au repositionnement de Leimer en 6 devant la défense, le positionnement de Sabitzer qui était 10 voire faux 9 à Salzbourg, qui est devenu un espèce d'ailier droit, milieu droit, mi-10, juste derrière l'attaquant dans ce 4-4-2 de Rangnick, ou encore au repositionnement sur le couloir gauche d'Emil Forsberg, le Suédois. C'est vraiment, comme tu le dis très bien, une avance en termes d'âge parce qu'ils sont jeunes et une façon d'inculquer qui sera bien plus prometteuse parce qu'il y a du temps, parce que ils sont jeunes et parce qu'ils ont encore une carrière qui les attend, alors que forcément façonner un joueur déjà plus âgé, ça pourrait remettre en question sa philosophie de jeu. Après, c'est un entraîneur qui est très proche de ses joueurs. Il s'entretient beaucoup individuellement avec ses joueurs. Et selon les rumeurs, il est en train d'apprendre l'italien pour pouvoir être opérationnel à la reprise. Mais voilà, parce que dans son système, chaque joueur, chaque poste a un rôle clé dans sa tactique et que du coup, tous les joueurs doivent vraiment sentir qu'ils sont importants. Donc, c'est vraiment un entraîneur qui est proche de ses joueurs. On va refermer cette page tactique, du moins, pour passer au point mercato. Donc, à travers plusieurs questions, on va tout d'abord commencer par les joueurs qui sont au club. Yann, est-ce que tu penses que toi, on n'a pas eu ton avis sur le fait que des joueurs d'expérience ne seraient pas dans le projet de Rangnick? Est-ce que tu penses que Zlatan et Rangnick, c'est vraiment impossible, la collaboration? Alors, très personnellement, déjà, mon avis personnel sur la chose, je trouve que c'est toujours important dans un club d'avoir certains piliers, certaines choses, certains personnages qui incarnent un peu l'expérience, qui peuvent prendre de jeunes joueurs sous leurs ailes. Je trouve que dans chaque grand club, il doit y avoir ces quelques joueurs qui t'apportent cette sécurité pour lancer des jeunes joueurs dans le grand bain, dans un championnat qui est quand même celui de la Serie A, qui est un championnat assez mythique. Je trouve que c'est important d'avoir des joueurs comme Zlatan qui peuvent suivre de jeunes joueurs. Je partage tout à fait ton avis là-dessus. Mais maintenant, j'ai envie de faire confiance sur cette méthode Rangnick. On en parle depuis longtemps. J'adore sa façon de faire, justement, son travail avec l'équipe, avec chaque joueur, ce côté assez psychologique que je trouve très important dans le foot et qui est souvent mis de côté, je trouve. On ne parle pas assez du côté psychologique des joueurs, l'impact que ça a sur leur performance. Et du coup, j'ai envie de croire en cette méthodologie Rangnick. Et j'ai l'impression qu'un Zlatan ne pourra pas se rabaisser, je ne sais pas si c'est le bon mot, rabaisser, se mettre au niveau l'idée, oui. de l'autre. Pas forcément se rabaisser, mais s'adapter, on va dire. S'adapter, se mettre au niveau de tout le monde dans cette méthodologie Rangnick. Mais personnellement, je me dis, allez, faisons confiance à ce bonhomme de qui on parle vraiment bien, que en bien depuis longtemps. Et la chose qui me fait aussi croire en cette méthodologie, c'est les résultats, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment, il a porté Leipzig dans les 3 meilleurs clubs allemands. Ils sont toujours en Champions League depuis quelques années. Et du coup, j'ai envie de croire en son projet. Et ça me fait donc dire, avec un petit peu mal au cœur quand même pour mon Zlatan, mais qu'il n'aurait malheureusement pas sa place dans ce type de projet. Zlatan ne connaît pas Rangnick, selon sa déclat de ce matin. Bon, c'est toujours dans le show. Oui, non, mais bien sûr, on connaît le personnage. C'est le personnage, mais ouais, ça relève peut-être un problème de fond aussi, parce qu'il faut aussi se projeter un petit peu dans l'avenir. Si le départ de Zlatan semble quasiment acté avec certitude, si Rangnick ne venait finalement pas à venir, avec quoi se retrouverait le Milan AC la saison prochaine? Oula, parle pas de malheur. Elle est là la question. Elle est là la question. Parce que certes, ce projet est prometteur, pas forcément dans le bon timing, puisque comme on l'évoquait avant dans l'émission, il y a des cadres qui arrivent dans le club. Mais si Zlatan part, ce qui semble largement avancé, et si Rangnick ne vient pas, quel est le projet de jeu proposé par Pioli l'année prochaine? Quid de l'avenir de Rebic, dont l'option d'achat évoquée aux alentours de 25 millions sera-t-elle levée ou non?
l'option d'achat pour Simon Kjær dans les prochains jours sera-t-elle levée ou non? Ismaël Bennacer sera-t-il toujours un joueur du Milan AC la saison prochaine? C'est plein de questions en suspens qui font le Milan AC va être face à un ultimatum qui va arriver très très prochainement de soit faire confiance dans cette nouvelle terre Rangnick, quitte à dire au revoir à des joueurs emblématiques du club, ou soit refuser ce projet-là, mais faire un immense saut dans le vide, parce qu'on peut pas dire que quand Stefano Pioli arrive, c'est un entraîneur qui va être signé pour les 5 prochaines saisons et sur lequel on a un projet de stable et fixe. Il faudrait être de mauvaise foi pour le dire. Il vient suite à un mauvais début de saison de Gianpaolo. Il vient pas pour combler les meubles. Il vient parce que c'est un coach qui connaît la Serie A, etc. Mais c'est pas un coach sur le long terme. Et on peut pas dire qu'avec lui, les 5 prochaines années de Milan étaient sécurisées. Tout à fait. Tu m'as fait la transition par rapport au rôle que pourraient tenir Rebic et Kjær, dont la situation est toujours indéterminée. Quel rôle, parce que c'est des joueurs façonnés par Pioli, que Pioli apprécie, mais est-ce que Rangnick lèverait l'option d'achat, en tout cas validerait l'échange avec André Silva pour Rebic, ou Kjær va-t-il, parce que pour l'instant, la tendance pour Kjær, c'est repousser l'échéance du 15 juillet pour permettre justement à Rangnick d'arriver dans ce projet et d'en déterminer. Moi, je pense qu'il y a un des deux cas qui me semble un peu plus réglé à l'avance. Je serais plus optimiste pour la levée de l'option d'achat de Rebic. D'une part, parce que même si c'est une expérience ratée, il connaît la Serie A, premièrement avec la Fiorentina, et aussi parce qu'on a pu voir lors du trio qui formait l'année précédente avec l'Eintracht Francfort, avec Kostic, Jovic et lui-même, montrer qu'il y avait une polyvalence dans les postes et dans la capacité à s'adapter. T'as dit une expérience ratée? Du côté de la Fiorentina, oui. Ah oui, dire que autant pour moi. non, Rebic cette saison prouve de belles choses avec le Milan AC, mais du côté de la Fiorentina, c'était un début assez compliqué. Alors que voilà, il a montré, surtout en termes de polyvalence, c'est ce qui m'impressionnait quand je le regardais jouer l'année passée du côté de l'Eintracht, la polyvalence qu'il avait et sa facilité à changer de poste avec Kostic ou avec Luka Jovic montre que c'était un joueur qui était capable de s'adapter à plusieurs systèmes. Et c'est ça qui m'intéresse et qui me fait dire que on est un joueur qui est encore loin de la trentaine sur une option d'achat qui est largement abordable. Notre meilleur buteur du club cette saison, ça fait quand même beaucoup d'arguments dans la balance pour son avenir du côté de la Lombardie la saison prochaine. Ouais, ça serait pour moi vraiment un nouveau départ si on ne devait pas prolonger Rebic. Pour moi, c'est un joueur qui, maintenant on le voit dans le jeu, il est importantissime. Pour moi, ça serait une immense erreur pour 25 millions de ne pas lever son option d'achat. Je ne voudrais pas refaire la même erreur que l'année passée avec Bakayoko. On va en revenir tout à l'heure, je pense. Effectivement, oui. Un joueur qui fait une saison comme celle de Rebic, qui a l'expérience de la Serie A et que pour je ne sais quelle raison on ne le prolonge pas, pour moi, c'est de grosses erreurs qu'on ne doit plus reproduire. On doit essayer de construire sur plus ou moins ce qu'on a et ne pas recommencer chaque année. Pour moi, c'est notre grosse erreur des dernières années. On est souvent très proche de la 4e place synonyme de qualification en Champions League. Et à chaque fois, on repart de zéro en voulant recommencer, reconstruire tout. J'ai envie quand même que quelques bases de notre Milan actuel qui fonctionnent plus ou moins restent les mêmes. Et donc, ça commence pour moi déjà par la prolongation de Rebic. Et ensuite, Kjær, pour moi, c'est aussi… Il a intérêt à le prolonger, Kjær. Pour 3,5 millions, même s'il joue la rotation, Kjær, c'est pas un gros salaire. C'est une assurance quand même en défense si jamais il y a des blessures ou quoi. Et je pense qu'à 3,5 millions, il est difficile de trouver mieux à ce poste-là et qu'il puisse prouver. On sait que voilà, c'est un bon joueur. Il a bien réussi sa transition à Milan parce qu'il était en difficulté à l'Atalanta. Et j'espère vraiment que Rangnick va lever l'option d'achat de Kjær. C'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en liaison avec l'état actuel de notre défense, puisque dans cette charnière centrale-là, on a aussi la promesse d'une solidité. Et même si, comme tu le soulignais très bien, Guillaume, il était amené à pas être titulaire la saison prochaine, ça serait toujours un troisième central d'un meilleur standing que Musacchio en difficulté depuis son arrivée de Villarreal, notamment sur la saison dernière, d'un Gabbia qui fait ses premières gammes et dont on ne peut pas avoir la même attente et la même rigueur que face à Alessio Romagnoli ou à d'autres joueurs. Et puis Duarte, le Brésilien, qui est souvent blessé en difficulté et qui est assez régulièrement annoncé en prêt du côté du championnat brésilien. Donc, tout comme Rebic, même si les deux seraient importantissimes pour la saison prochaine, c'est vrai que quand on voit le prix et qu'on compare par rapport aux performances, il y a un rapport qualité-prix. Il y a un rapport qualité-prix qui devrait pas poser de questions
sur n'importe quelle direction quand on a un joueur comme ça dans son équipe. Exactement. Autre sujet qui peut être préoccupant pour certains supporters et amoureux du club, c'est le manque d'Italiens dans le 11 de Rangnick. A priori, seulement Romagnoli et Donnarumma, peut-être Tonali si les rumeurs se confirment, mais attention, ne nous avançons pas trop vite. Nous n'avançons pas Mais a du tout, même, j'ai priori, envie de dire. on reviendra dessus, mais a priori, seulement Romagnoli et Donnarumma, puisque Conti et Calabria ne devraient pas jouer les têtes d'affiche l'année prochaine, on se profilerait vers une équipe très internationale et avec que 2 Italiens dans le 11. Comment est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous dérange? Ou vous dites que finalement c'est le football moderne et que les joueurs ne jouent pas forcément dans leur championnat local? Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être dommageable sur la manière générale de voir l'histoire d'un club. Mais si on se penche, ne serait-ce que quelques années en arrière, sur les jeunes pousses prometteuses du Milan AC et ce qu'elles en sont devenues, je pense à Locatelli qui est maintenant réussi du côté de Sassuolo, mais qui n'a jamais réellement eu sa chance du côté du Milan AC. Le grand espoir Bertolacci, dont on n'a jamais réussi à exploiter pleinement les capacités. Patrick Cutrone, Mattia Destro, encore bien d'autres joueurs qui sont passés par le Milan AC. Il faut aussi peut-être parfois admettre qu'on peut avoir des meilleurs joueurs d'une nationalité différente à certains postes dans notre 11, tout en conservant les meilleurs Italiens que l'on peut garder. Je ne serais pas déçu, par exemple, si Calabria ou Conti étaient amenés à être les hommes de deuxième ou troisième main de Rangnick, si un défenseur droit plus prometteur et surtout plus fiable venait à les remplacer. Tout comme ces arrivées d'internationaux qui sont annoncées. À partir du moment où elle remplace un joueur dont on connaît les défauts et dont on sait que son adversaire potentiel sera plus fort, certes, ça peut faire mal sur l'idée, puisque il y a quand même cette fierté, etc. Mais après, il faut aussi se remettre 2-3 années en arrière et se rappeler qu'il y a eu des opportunités qui n'ont pas été réalisées et qu'il faut maintenant passer à autre chose. On n'est pas dans une situation où on peut faire la fine bouche, je pense. Je pense qu'on pourrait, si on avait des joueurs irréprochables en termes de formation, pas forcément irréprochables en termes de qualité, mais en termes de promesses d'avenir, et ce qui a malheureusement pas été le cas. Patrick Cutrone a été vendu pour des raisons financières. Après un court prêt du côté de Wolverhampton, il est du côté de la Fiorentina et il a mis son premier but il y a quelques jours après 34 matchs de disette offensive. Voilà, ça fait partie des choses où il y a plein d'espoirs déchus au Milan AC, c'est un secret pour personne. Et c'est pas une vague de changements comme ça qui devrait être mise en question pour moi. Surtout quand on sait qu'on garderait nos 2 meilleurs Italiens. Ouais, pour moi aussi. Je pense qu'il faut s'y faire. Il faut aussi se dire que le football italien, il n'est pas non plus dans une des plus belles périodes du foot italien. On est un peu dans une période de doute. On ne sait pas si on pourra se fier dans quelques années à un Barella, à un Tonali ou comme ça. Mais je trouve déjà qu'en ayant, comme dit, nos 2 piliers qui sont Donnarumma et Romagnoli dans notre effectif, c'est déjà une belle chose. Après que Calabria et Conti puissent jouer des seconds rôles, ne me gênerait pas aussi moi. Après, je sais qu'en Italie, c'est quelque chose de très important que chaque équipe ait son lot d'Italiens dans son club et c'est assez mal vu. Je me souviens de la dernière fois du triplé de l'Inter et de sa victoire en Champions League avec un seul international italien qui était Marco Materazzi en fin de carrière. Ça avait été très mal vu par le reste de l'Italie. Mais après, pour moi, personnellement, je pense qu'on est dans une période où le football italien n'est pas forcément à son top et il faut, ma foi, continuer comme ça. Et puis, je suis sûr qu'on a une Primavera aussi qui est en train de se remanier complètement. On a beaucoup de talents, de jeunes talents. Je pense notamment à Riccardo Oddi. On a plusieurs talents de la Primavera qui vont, à Brescianini aussi, qui vont peut-être éclore par la suite. Et je pense que pour la saison prochaine, en ayant déjà Donnarumma et Romagnoli dans notre effectif, je trouve que c'est déjà très, très intéressant. Donc maintenant, on va passer au mercato et aux différentes rumeurs. Donc tout d'abord, un mercato aux alentours de 80 millions pour certains médias. D'autres évoquent une enveloppe autour de 120 millions, allant même jusqu'à 160 millions. Donc Rangnick aura le budget pour mener à terme son projet. Parmi les rumeurs, donc tout d'abord Bakayoko. Les gars, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien, pas bien pour Milan? Très grand fan de Bakayoko. C'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné en live en allant à San Siro. C'est un joueur qui est très fort physiquement,
un joueur qu'on a un peu l'impression qui s'emmêle les pinceaux avec la balle, mais qui techniquement est loin d'être mauvais et même très bon. Il a cette capacité de faire un râteau qui peut éliminer un, deux joueurs et je trouve ça absolument fantastique. Il a une qualité de passe assez bonne, j'ai trouvé. Et pour moi, c'est une de nos plus grosses erreurs cette saison, c'est de ne pas l'avoir prolongé. Donc pour moi, Bakayoko, c'est une évidence. Pour lui, c'est également une évidence. Il est revenu plusieurs fois à San Siro, revoir des matchs. Pour moi, on en a besoin la saison prochaine. Théo? Je suis largement l'avis d'Yann. Une rotation ou même une titularisation dans le 4-4-2 de Ranić serait un atout pour le Milan AC. L'option d'achat n'a pas été levée l'année passée. On estime qu'il coûte entre 20 et 30 millions prêté à l'AS Monaco cette saison. Mais j'espère bien évidemment qu'il sera des nôtres l'année prochaine, puisque, comme Yann le disait très justement, ça fait partie des qualités et des postes où on est preneur et il a largement le potentiel. Il l'a montré l'année passée sous Rino pour revenir sous le nom du Milan AC. Tout à fait, ce serait plus 20 millions que 30, mais donc vous prenez tous les deux, on prend, donc allez. Validé par Milan Actu, Bakayoko, on achète. Le prochain, c'est Dumfries, alors j'espère, ou Dumfries, je ne sais pas comment on le prononce, le défenseur droit du PSV Eindhoven. Un joueur de la génération 96, 24 ans. Il dispute 40 matchs cette saison pour 8 buts, 4 passes décisives. Ça fait partie des joueurs prometteurs. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de cette génération prometteuse. On va dire 1m89, assez rapide. J'ai été habitué suffisamment aux performances de Calabria et Conti pour avoir un peu plus d'espoir quand on m'annonce l'arrivée d'un joueur qui plus est dans un championnat qui a tendance à former de nombreuses pépites. Donc, je prendrai. Après, tout dépend du prix. Ça va à l'heure actuelle, elle est estimée à 12 millions d'euros selon mais le prix serait à 25 millions. Donc voilà. C'est la question qu'on va majoritairement se poser de toute façon avec le mercato de Ranić. C'est est-ce que chaque joueur vaudra son prix? Est-ce que telle option d'achat devrait être levée? Après, si voilà, en dessous de 30 millions à latéral droit, moi personnellement, ce ne sera pas de refus pour ma part. Alors pour moi, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas autrement le joueur, je ne l'ai jamais vu autrement jouer. J'ai vu qu'il était très grand. J'ai aussi, pour les quelques fois où je l'ai vu, trouvé très rapide. Et comme tu l'as dit, avec les latéraux actuels au niveau des latérales droits, je pense que c'est une évidence qu'il faudra recruter au niveau de ce poste pour le mercato estival. Faut pas avoir peur de mettre de l'argent sur ce poste. Vraiment, je pense que c'est notre plus grosse lacune. Il y a urgence, surtout dans 4-4-2 où le jeu penche vraiment à gauche. Très bien. Ensuite, moi, c'est mon petit chouchou de ce mercato. J'avais vendu. Tu veux revenir sur Dumfries? Non, je voulais passer sur Marcel Sabitzer, ton petit chouchou. Tu sais ce qu'il c'est du coup. Donc Marcel Sabitzer. Donc moi j'ai vendu Orsolini, mais j'ai omis et j'ai oublié ce crack qui est l'Autrichien. Quel joueur! Franchement, je pense que c'est le joueur offensif qu'il nous faut, que Ranić connaît. Donc aussi bien milieu centre que milieu droit, que buteur, parce qu'il a déjà joué buteur. C'est pas non plus son poste de prédilection, mais il sait jouer dans le format de Ranić. C'est une frappe de loin impressionnante, c'est très technique, c'est très polyvalent. Donc moi, j'achète tous les jours notre ami Sabitzer. Effectivement, c'est compréhensible ton admiration vis-à-vis de ce joueur. 16 buts, 10 passes dès cette saison. Autant vous dire que l'Autrichien de 22 ans réalise probablement l'une de ses meilleures saisons du côté de Leipzig, ancien joueur de Salzbourg. Il est formé en Autriche, bien connu de Ranić. Je prends évidemment tous les jours, que ce soit derrière notre futur numéro 9 ou sur le couloir droit dans ce dispositif particulier de Ranić. Après, la question, c'est est-ce que la rumeur de Bild a annoncé ce matin comme quoi Ranić ne toucherait pas aux deux clubs, aux joueurs des deux clubs où il a coaché, à savoir le Salzbourg et Leipzig, ou s'il fera enfreinte à la règle pour que l'Autrichien de 26 ans évolue du côté de la Lombardie la saison prochaine. Ouais, alors pour moi aussi, pour les quelques fois où je l'ai vu jouer, j'ai aussi trouvé ce qui m'a surtout frappé chez lui, c'est sa polyvalence, vraiment capable de jouer dans l'axe en tant que numéro 10 ou sur le côté droit, comme tu l'as dit. Franchement, super joueur. Les deux petites choses qui me font dire que ça va peut-être être compliqué, c'est le prix, premièrement. Transfermarkt le met à 35 millions, mais tout dépend, selon moi, encore de la fin de saison avec la Champions League et tout. Ça peut être un joueur
d'un coup, son prix explose complètement. Et ensuite, comme l'a très bien expliqué Théo, l'histoire de Red Bull, justement, je trouverais ça aussi bizarre que Rangnick, après toutes ces années de construction au sein de l'institution Red Bull, prenne tous ses meilleurs éléments avec lui en Lombardie. Ça nous a un peu tous refroidi, mais d'un autre côté, on peut comprendre tout à fait le point de vue. Enfin, après, c'est juste une décla. Je sais même pas si c'est une décla ou si c'est. On m'a dit que. Parce qu'il me semble pas que ce soit une décla de Rangnick, hein. Il l'a pas dit de sa bouche, ça a été rapporté plutôt. Mais que oui, il toucherait pas. Donc, du coup. Oui, c'est une pareil. déclaration, oui, c'est pas rapporté. Voilà. Donc, du coup, c'est pas de Upamecano non plus, pas de Soboslai. On va parler du jeune de 19 ans, je crois. Maintenant, c'est 18 quand même. ans. Ouais, 18. On parle de lui depuis des semaines. Rangnick s'est rendu à Salzbourg, aller voir le joueur. Le joueur est vraiment convoité par plusieurs écuries, mais la tendance serait de notre côté. Effectivement, 15 millions d'euros, toujours selon Transfer Market. 28 matchs disputés sur 32 possibles dans la Ligue autrichienne. Autant vous dire qu'un joueur de la génération 2000 a rarement suscité autant d'intérêt du côté du Milan AC. 9 buts, 14 passes décisives. On parle d'un joueur qui est aussi bien capable de jouer numéro 8, tout comme il est capable de s'adapter sur l'aile gauche. Un profil donc qui est recherché dans ce football où la polyvalence est de mise. Personnellement, je l'ai très peu vu jouer. Mais évidemment, vu les retours positifs qu'on en a actuellement, ça peut difficilement être une perte d'argent et plutôt une belle Le promesse pour prix est l'avenir. faible. J'ai aussi l'impression qu'au niveau prix, pour une quinzaine de millions, un joueur qui est annoncé dans plusieurs grands clubs d'Europe, joueur qui est chouchouté par Rangnick à souhait. Je pense aussi qu'au niveau de l'âge, on est pile poil dans l'idée. Pour moi, ça serait un beau symbole que Rangnick débarque en Lombardie avec comme premier petit soldat Soboslai. Szoboszlai. Autre joueur, donc là, c'est aussi une rumeur qui vient de plus en plus. On parle d'une option d'achat d'un prêt de 2 ans, c'est l'attaquant Jovic. Pour ma part, je prends pour sa complémentarité avec Rebic. Je pense que vraiment, à ce poste-là, ça fait des années qu'on essaye, qu'on change chaque année, qu'on donne le numéro 9 à un peu n'importe qui. Et de faciliter la chose à Jovic en lui mettant à côté de lui Rebic, on peut vraiment gagner du temps sur le début de saison prochaine avec deux joueurs qui se connaissent, qui s'apprécient et qui se complètent. Donc, je pense que c'est vraiment le buteur qu'il nous faut pour gagner du temps l'année prochaine et pour pas que l'adaptation soit trop longue. Oui, en effet. Alors, au niveau de la complémentarité avec Rebic, ça, j'ai rien à dire. Ça serait clairement un plus et, comme tu le dis, un gain de temps. Parce que, comme on l'a déjà précisé plusieurs fois, la méthodologie Rangnick va prendre du temps. Il faudrait être patient. Et si on peut, par petite complémentarité, comme ici Jovic et Rebic, on peut gagner du temps, je pense que c'est tout bénéf pour nous. Après, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention à l'aspect psychologique des joueurs. Et là, Jovic, il y a vraiment un peu tout qui lui tombe sur la tête, que ce soit au niveau du Covid, au niveau de sa saison à Madrid, qui est un total échec, on ne va pas se mentir non plus. Et je me dis, on récupère un joueur un peu à la petite cuillère, et est-ce qu'il pourra rebondir et tout de suite nous offrir ce qu'un neuf doit pouvoir nous offrir et nous manque depuis tant d'années? Je suis un peu mitigé sur Jovic, personnellement. Je partage très largement l'avis d'Yann. Effectivement, l'aspect psychologique fait partie des choses qu'on a tendance à trop oublier pour beaucoup d'entre nous. Mais on parle d'un joueur qui est à 24 matchs disputés avec le Real Madrid cette saison, deux petites réalisations, au-delà du fait qu'il avait disputé 2 fois plus de matchs avec l'Eintracht Francfort la saison passée, 48, donc pour 27 réalisations et 7 passes décisives. C'est surtout cette incapacité qu'il a pour l'instant à s'imposer au Real Madrid, toujours en quarantaine après un voyage très mal perçu par la direction madrilène, un retour en Serbie qui l'a forcé donc à être toujours en quarantaine. C'est le cas encore, le déplacement, enfin la réception d'Alaves ce soir, il est encore indiqué en tant que confiné sur la feuille de match. Ce qui me fait dire que oui, forcément, ce sera un prêt, puisque ça a été un investissement conséquent du Real Madrid sur ce joueur. Mais voilà, cet aspect-là, soit on retrouve le duo de l'Eintracht et à ce moment-là, on aura tout gagné, soit comme Yann le soulignait très justement, on va récupérer un joueur bousculé qui a le ciel qui lui tombe sur la tête et qui ne saura pas trop comment s'intégrer. Donc c'est vraiment pour moi la rumeur et le transfert le plus à double tranchant finalement, où ce sera tout ou rien,
puisqu'on connaît les capacités de ce joueur. On l'a vu Voilà. à l'Eintracht, on l'a vu à Benfica. Mais est-ce qu'il sera capable, après une saison aussi Moi, j'y difficile crois. mentalement que Moi, physiquement, j'y crois, c'est peut-être ça de… qu'il a besoin. C'est un bol d'air, un sortir de tout. Parce qu'on parle du Real Madrid, c'est Ligue des Champions, ils veulent la gagner. Voilà, c'est pas les mêmes objectifs que l'AC Milan. Donc, peut-être que la marche était trop haute. Peut-être qu'il a eu une perte de confiance en début d'année. Et forcément, après, c'est entré dans un cercle vicieux. Après, dans le cadre d'une option d'achat et d'un prêt de 2 ans, on n'a pas grand-chose à y perdre. Hormis peut-être qu'il casse tout avec nous et que dans 2 ans, le Real le reprenne. Mais sur le court terme, je pense que vu le niveau du joueur intrinsèque, si on met du côté l'aspect psychologique, qu'il ne faut pas oublier, je suis d'accord avec vous, je pense que vraiment, ça peut être un très joli coup du mercato de l'avoir en prêt sur 1 ou 2 années. Ensuite, il nous reste 2 joueurs et puis ensuite, on parlera vite de nos 11. Donc, Upamecano. Pour ma part, je pense que je vais faire vite. Je pense que c'est trop cher. C'est 60 millions. Ce ne sera pas en dessous. Et puis voilà, avec les déclats de Rangnick, je pense que vraiment, c'est une rumeur qui ne va pas aller plus loin. Malgré que le joueur est bon, mais jamais je prends le risque de mettre 60 millions sur Upamecano à l'heure actuelle avec les finances du Milan. Entièrement d'accord, je te suis également là-dessus. Si forcément on va dire cet avenir pour le joueur formé à Valenciennes sombrait ou non pour beaucoup, moi je pense que c'est pas un transfert qui est à la portée du Milan AC, ne serait-ce que 60 millions sur grand maximum les 120 qui sont annoncés, c'est la moitié, et 60 sur les 80, ça laisse que 20 petits millions d'euros pour prendre un milieu de terrain, un latéral droit et peut-être même un deuxième attaquant en rotation. C'est bien trop important. Je lui souhaite bonne continuation s'il est amené à aller en première ligue ou ailleurs. Mais cette clause libératoire à un montant très, très important me fait dire que malheureusement, il n'est pas du standing du Milan AC actuel, financièrement parlant, bien sûr. Ouais, je partage totalement. Je l'ai vu, j'avais eu l'occasion de le voir jouer lors de l'Euro de l'été passé, l'Euro des moins de 21 avec la Mm. France. J'avais trouvé incroyable physiquement et surtout très 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 rapide pour un défenseur central de sa taille. Mais comme tu l'as dit, je pense que dans la situation du Milan actuel, il est malheureusement pas dans nos cordes et je le vois plus aller chez un gros poisson de première ligue. Exactement ça. Très bien. Le dernier joueur dont on va parler avant de faire nos 11, c'est Tonali. Eh ben, effectivement, pour Tonali, ça fait partie des rumeurs qui sont annoncées avec insistance du côté du Milan AC. Moi, je me base sur deux choses. La première, c'est qu'on parle d'un joueur extrêmement jeune et pour lequel 50 millions d'euros seraient demandés par la direction de Brescia. Et la deuxième, c'est la déclaration de Massimo Cellino, le président du promu italien, qui dit que voilà, c'est un jeune garçon qui ne sait pas encore où il veut aller. La seule certitude, c'est qu'il ne veut pas aller en France et qu'il préfère la Juventus ou l'Inter, avec une tendance très poussée pour le club d'Antonio Conte. Donc, ça me fait quand même deux raisons et deux arguments suffisamment valables et forts pour me dire que malheureusement, en dépit de toutes les qualités que ce 6 ou 8 a, il ne sera pas des nôtres l'année prochaine. Ouais, pour moi aussi, c'est un peu un petit rêve. J'ai l'impression de revoir le Pirlo à Brescia, coupe long cheveux, vision de jeu incroyable. Mais j'ai aussi l'impression que c'est un peu dans l'idée d'Upamecano que c'est en ce moment, le Milan actuel n'arrive pas à jouer des coudes avec les gros, avec l'Inter ou avec la Juventus pour recruter ce type de joueur qui est pour moi très certainement amené à faire une très grande carrière. Mais je pense que ce soit pour nous, on peut pas lui offrir ce dont il a besoin pour se développer. Et je le pense malheureusement plus, je le vois plus la saison prochaine arriver à l'Inter ou à la Juventus. Pour ma part, Tonali, donc moi je suis très pour. Je pense que c'est un joueur dont on a besoin, qui nous fait les yeux doux depuis quelques années. Certes, il s'est éloigné de nous ces dernières semaines pour l'Inter Milan, notamment, qui a beaucoup avancé sur le dossier. Je crois qu'ils ont même un accord avec le joueur. Il manque celui de Brescia. Mais pour ma part, c'est un joueur dont j'ai peur en fait qu'on mette trop d'argent sur des Bakayoko ou quoi, malgré que je sois pour l'arrivée du joueur. Mais je pense que pour 15 millions de plus, si on peut aller chercher Tonali, ça doit être notre priorité au milieu de terrain. Voilà, on va fermer cette petite page. Donc, dites-nous dans les commentaires si d'autres joueurs vous aimeriez voir à Milan. On va basculer maintenant pour finir l'émission sur nos 11. Je sais que Yann a un attaquant dont on n'a pas encore parlé, dont il revendique et il espère l'arrivée à Milan. Donc, on va commencer par Yann, si tu veux bien.
Ok, donc moi, mon 11, donc il commence par Donnarumma au cage. Pour moi, c'est logique. Donc, ah oui, très important avant de commencer, c'est que je me suis mis dans la peau de Rangnick. Donc, en fonctionnant avec son fameux Voilà, on 4-4-2. l'a tous fait. Et ça, c'est important de le souligner parce que je serais quelqu'un qui serait assez pro à avoir un numéro 10 dans une équipe parce que pour moi, c'est un joueur qui est indispensable. Et d'ailleurs, mon deuxième attaquant de pointe, vous allez le voir que pour moi, il pourra un peu reculer en 10. Je vous Mm. l'expliquerai tout à l'heure. Mais donc, je commence avec la charnière centrale Kier-Romagnoli. Pour moi, c'est une évidence sur ces derniers matchs. Depuis que Kier est arrivé, on a une certaine stabilité défensive qui est non négligeable avec Romagnoli et la paire, pour moi, fonctionne très bien. À gauche, Théo Hernandez, je pense qu'on en parle assez chaque week-end. C'est pour moi également une évidence. Peut-être un peu limité parfois défensivement, mais offensivement, il nous apporte tant. On ne peut pas se passer d'un tel joueur. Ensuite, à droite, c'est mon côté un peu patriote suisse qui revient en T'as la pas pu personne mettre Ricardo, de t'as pas pu mettre Babou. Ricardo Rodriguez, donc il faut que t'en mettes un à droite. Exactement, il en fallait un pour avoir l'équilibre, pour avoir le quota. Donc, je parle de Kevin Mbabou, que j'ai eu beaucoup l'occasion de voir jouer avec les Young Boys Bern, que j'ai eu l'occasion de voir jouer avec l'équipe nationale suisse. C'est un joueur très, très rapide, physiquement très fort, qui apporte beaucoup offensivement, qui a une qualité de centre très, très bonne. Et du coup, sur Transfermarkt, on l'évalue à une 10-15 de millions. Et pour moi, ce serait une superbe affaire pour un joueur classe 95 de 25 ans. Au milieu du terrain, je garde Benasser. Vous le savez certainement que je ne suis pas le plus grand fan du joueur, mais Fanatique. pour moi, il a une marge de progression incroyable. Il a un style de jeu qui me plaît beaucoup et je pense qu'il peut encore plus donner. Et on l'a vu ces derniers temps en complémentarité avec un joueur plus dur, plus fort physiquement, que ça fonctionne bien, je trouve. Et du coup, je mettrais Benasser associé à Bakayoko. Vous l'aurez compris, je suis un grand fan du bonhomme. Ensuite, sur les côtés, j'avais envie de joueurs milieu droit, milieu gauche, très travailleurs, très physiques. Et du coup, j'avais envie de Castillejo sur le côté droit, un joueur qui va faire des allers-retours. On le voit ces derniers temps lors des matchs, qui fait des allers-retours pour aller aider nos latéraux. Et je trouve ça très important dans un système de gegenpressing où on a besoin de beaucoup de sacrifices au niveau de ces efforts-là. Je le trouve très important. Rebic, j'ai hésité à le mettre en pointe, je le mets finalement milieu gauche, où là aussi, je pense que c'est un joueur adapté pour du gegenpressing. On le voit en ce moment avec Pioli, où il va souvent gêner le gardien adverse dans les relances. Et du coup, je le trouve, je pense, en tant que piston sur un côté gauche, il peut être vraiment incroyable. Et ensuite, en attaque, je tente le pari Leao. Pour moi, le bonhomme a des qualités exceptionnelles. Son côté nonchalant, ma foi, c'est du Leao, mais pour moi, il a une qualité exceptionnelle et je le verrais bien là au milieu. J'aurais mis Ibrahimovic à la place, mais je pense qu'il ne peut pas rentrer dans le système Rangnick. J'ai malheureusement l'impression que Ibrahimovic ne peut pas rentrer dans ce système. Mm. Et ensuite, aux côtés de Leao, qui pour moi aurait plus En un rôle tambour. d'attaque pointe numéro 9, je mettrais Monsieur Memphis Depay. Memphis Depay, c'est un joueur de 26 ans, si je ne me trompe pas, capitaine à l'Olympique lyonnais. Donc, il y a déjà certaines responsabilités. Il est jeune, il est rapide, il est pour moi complet. Il a une qualité de frappe vraiment non négligeable. Il peut être très bien aussi à la finition, très adroit. Mais je le verrais un peu plus en retrait. Donc, ça serait presque plus un système en 4-4-1-1 avec un Memphis Depay un petit peu en 10. Et voilà plus ou moins mon 11 pour l'année prochaine en tant que Rangnick. Très bien. À toi, Théo. Pour reprendre globalement les idées de Yann, je ne change pas la défense, à l'exception d'un joueur. J'ai également pu observer les progrès de Kevin Mbabou, qui a surpris d'ailleurs beaucoup de monde en signant à Wolfsburg au lieu d'aller dans une plus grosse écurie, puisqu'il était courtisé par les plus grands après ses grosses saisons du côté des Young Boys. Je mettrais quand même une option sur Dumfries, latéral néerlandais, que j'ai certes très peu vu jouer, mais dont les retours sont très intéressants. Comme Yann, le 4-4-2 de Rangnick est de mise. Donc, un milieu de terrain Benasser Bakayoko.
les qualités de l'Algérien qu'il a montré à Empoli la saison passée et au Milan AC, enfin un titulaire indiscutable la saison prochaine s'il reste, alors que le retour de Timo Bakayoko serait pour moi un très grand plus techniquement et dans l'esprit qu'il a pu montrer la saison passée. Je le prends tous les jours. Les deux ailiers, je pense que celui qui prendrait le couloir droit serait Marcel, ce dispositif, puisqu'il l'a fait à Salzbourg puis à Leipzig. De l'autre côté, Szoboszlai, que certes je connais très peu, mais dont on m'a dit que du bien. C'est forcément des rumeurs et forcément des choses qui sont pas encore officialisées, donc on se base sur les avis et ce qu'on a pu voir des joueurs. Sur ma pointe, je sais que Rebic sera là, mais après j'ai simplement une hésitation sur le deuxième attaquant. Voir si un Memphis Depay, qui a beaucoup joué du côté de l'aile gauche avec l'Olympique Lyonnais cette saison, sera capable de jouer à ce poste de buteur. C'est ma première interrogation. Mais un deuxième, si on recrute Jovic, est-ce qu'il aura le mental suffisant pour revenir à son top niveau? Et la troisième, c'est est-ce que Leao est un attaquant capable de se satisfaire et de montrer qu'il est capable de faire plus que de la rotation? Parce que même si c'est un joueur de rotation cette année qui marque, est-ce qu'il sera capable d'assumer ce standing et ce rôle 2 saisons de suite? Sur les trois, je mettrais Memphis Depay titulaire aux côtés d'Ante Rebic, mais j'ai quand même cette option-là sur Luka Jovic et sur Memphis Depay si on arrivait à attirer l'ancien Lyonnais dans notre effectif. Donc un 4-4-2 quasiment inchangé que de celui d'Yann, à l'exception de Dumfries couloir droit et de Szoboszlai et Sabitzer en ailier juste derrière la pointe. Très bien. Le mien, il va être encore plus proche du tien, puisque ça va être donc le gardien, pas de surprise, Donnarumma. Les 4 défenseurs vont être les mêmes que toi, Théo, Hernandez, Romagnoli, Kier et Dumfries. Donc pareil, Dumfries, j'en entends que du bien. C'est vrai que je ne connais pas forcément beaucoup le joueur, mais j'en entends vraiment que du bien. Donc je fais confiance aussi. Je sais qu'on le lorgne depuis un moment. Les rumeurs datent du mois de début juin, fin mai. Donc c'est un joueur que vraiment on analyse depuis un bon moment. Les côtés seront Sabitzer et Szoboszlai à droite et à gauche. Pour les raisons que tu as évoquées, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit sur eux depuis le début de l'émission. Par contre, au milieu de terrain, ça va être Kessié que je veux voir et pour aussi son gabarit au milieu de terrain, mais je veux vraiment le voir dans un retour à un 4-4-2. Je sais qu'il est très performant dans un 4-2-3-1 en double milieu défensif avec Bennacer. J'aimerais voir sur les premiers matchs s'il peut vraiment jouer dans un 4-4-2 parce que ça n'a pas été le cas depuis 2 ans où on utilise assez souvent ce système. Donc, gros point d'interrogation, mais je privilégierais plutôt Kessié que Bennacer. Donc, du coup, mon deuxième milieu centre serait Tonali. J'y crois, donc je le mets. Et puis, si on peut avoir Tonali, voilà, autant le mettre. Mais je pense que dans le système Gegenpressing de Rangnick, Tonali, Kessié peuvent apporter davantage de physique que Bennacer, Tonali. Donc, c'est pour ça que je privilégierais ça. Après, Bennacer resterait un joueur important. Faut pas oublier qu'aussi, on jouera tous les 3 jours avec, si je m'avance pas trop, l'Europa League. Donc, on aura besoin de plus de 2 milieux de standing au Milan. En attaque, ce sera Rebic, Jovic. Sans surprise, je reviens juste sur ce que tu as dit sur Leao. Il doit encore gagner sa place et il aura davantage l'occasion de jouer l'année prochaine parce que c'est un joueur aussi assez polyvalent parce qu'il peut jouer à gauche comme en avant-centre. Donc, il aura du temps de jeu, Leao. Il aura du temps de jeu. Reste à voir si il va grappiller quelques minutes à Rebic, si Rebic ne va pas se retrouver lui sur le banc. Mais je pense vraiment que c'est possible et que Leao pourra, s'il joue bien et s'il est performant, postuler une place de titulaire au Milan. Voilà, messieurs, je pense qu'on a tout dit. C'était une émission longue, mais je pense qu'elle est très importante et on aura vraiment parcouru toute la saison prochaine et ce à quoi on peut s'attendre. Donc, ferons un point mercato, je pense, au mois d'août, pas avant, pour histoire que certaines rumeurs se confirment. En tout cas, merci d'avoir répondu présent, Yann et Théo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Merci à toi, salut à tous.